Les hélicoptères rouges de la sécurité civile sont présents dans le ciel des vacances. Mais chaque jour de l'année, et ceci par tous les temps, ils arrachent des imprudents et des accidentés à des situations désespérées. Voici leur histoire. Connaissez-vous l'histoire de l'omelette aux œufs de mouette qui a coûté 9000 francs aux contribuables français? Ce n'est pas une fable, mais une réalité liée à la bêtise humaine. Il est 17h15 à la base de la sécurité civile du Havre, lorsqu'un appel émanant des autorités maritimes d'Étretat nous informe qu'un vacancier vêtu d'un survêtement et pieds nus est bloqué sur des falaises surplombant la mer. Tétanisé par la peur, il est dans l'incapacité de monter ou de redescendre. Son but était d'atteindre des nids de mouettes et d'en voler les œufs. Aperçus par des touristes, ces derniers déclenchèrent l'alerte. Il est spectaculaire de voir un hélicoptère en stationnaire dans ces conditions, mais ce que le public ignore, ce sont les normes de pilotage qui en découlent. Venant du large, le vent en remontant le long des falaises forme des rouleaux d'air sous l'appareil, ce qui rend son pilotage très difficile. L'amateur de nid de mouette est sauvé à raison de 12 000 francs l'heure de vol d'un hélicoptère du type Dauphin. Ce sauvetage aura coûté 9 000 francs à la société et pas un seul centime à l'imprudent. La difficulté réside dans le fait que les gens ont une impression d'aisance totale quand ils voient évoluer un hélicoptère et ne peuvent pas s'imaginer les angoisses, voire les peurs que certains pilotes ont ressenties. Et quelles que soient les bases de la sécurité civile que vous pourrez visiter, je pense que chaque pilote pourra vous dire qu'au moins un jour dans sa vie, il s'est fait très très peur. Les performances des hélicos français sont réputées dans le monde entier. Si Jean-Pierre Calvé et son fidèle mécanicien Jules inspectent longuement avec un souci du détail leur hélico, c'est autant par un souci de professionnalisme que par un souci de sécurité. Ces appareils sont mis à dure épreuve au cours des sauvetages. Pour 1 heure de vol, on compte environ 1 heure de révision. Le groupement d'hélicoptères de la sécurité civile dépend du ministère de l'Intérieur et fonctionne sur des principes généraux bien définis. Les procédures d'utilisation sont destinées à des missions de secours et de sauvetage des personnes et des biens. En fait, ce sont des moyens nationaux de secours qui fonctionnent lorsque la gravité et l'urgence des situations le justifient. En période d'été, les interventions héliportées se ressemblent et sont quotidiennes. Elles concernent en premier chef les vacanciers imprudents. C'est le cas des véliplanchistes néophytes et mal préparés qui remportent la palme des demandes de sauvetage. Mais c'est aussi du côté du Mont-Saint-Michel le baigneur mal informé qui ignore la présence des sables mouvants ou le rythme des marées. L'hélicoptère en a sauvé 12 la semaine dernière. C'est aussi la baigneuse fatiguée qui, après 11 mois de bureau, se retrouve épuisée, accrochée à un rocher, loin de la plage. Elle sera sauvée ici par les sapeurs-pompiers plongeurs du Havre. Ceux-ci effectuent un travail remarquable et bénévole en étroite complicité avec les équipages d'hélicoptères. Mais la gratuité des secours a transformé les mentalités, notamment au niveau des imprudences.
L'hélicoptère fait partie du champ visuel des vacanciers. Ils savent qu'il existe et qu'il peut intervenir en cas de nécessité. 8900 missions ont été ainsi effectuées en 1987, totalisant 12 000 heures de vol sur l'ensemble du territoire français. En France, on note 19 bases permanentes et 33 hélicoptères de la sécurité civile de type Alouette 3, Dauphin et Écureuil. Ces missions en permettent d'amener le plus rapidement possible sur les lieux où se déroulent des opérations de secours des équipes spécialisées et leur matériel. L'utilisation de ces hélicos est donnée en priorité au département d'implantation. Ici, nous sommes au Havre. Plus tard, nous partirons pour Chamonix. Le chef de base de permanence est seul juge des possibilités techniques d'intervention. C'est lui qui décide ou non d'un sauvetage. Enfin, le commandant de bord, le pilote, est responsable des missions. 165 personnes constituent ce groupement héliporté, dont 132 navigants qui travaillent avec abnégation, parfois dans des conditions dangereuses, avec leur angoisse. Lors de la reconnaissance du gaz sur le banc de sable, il est exact à un moment, je me suis trouvé en configuration vent arrière assez violent, et effectivement la machine s'est enfoncée, et bon, il a fallu que je dégage pour reprendre la sécurité. Ouais. Mais effectivement, on pouvait aller au tapis là, hein. C'était limite. Ah oui, non, oui. Ouais. On parle des trouilles parfois que nous faisons involontairement, celle-ci c'en est une. C'est dur à tenir la machine, hein, oui, collègues. La machine s'enfonce. Encore ça, ce sont des interventions relativement faciles par rapport à ce qu'on fait en plein hiver avec des tempêtes de 130, 140, 150 à l'heure. Hein. On a presque l'impression que les vacanciers que vous secourez trouvent tout à fait normal qu'on vienne les chercher. La majorité des vacanciers qui arrivent en juillet-août trouvent ça tout à fait normal, c'est vrai. Voilà. Ils arrivent, on est là, pour eux c'est sécurisant, ils se permettent n'importe quoi, c'est l'inconscience des vacanciers sur la route et sur les plages. Une journée d'alerte semblable aux autres s'achève sur la base du Havre. 7 sauvetages de vacanciers imprudents ont été réalisés. Mais c'est vers un accident du travail que l'hélicoptère rouge s'envolera à nouveau. Le marin d'un remorqueur de haute mer s'est grièvement blessé à la tête. Le médecin du SAMU du Havre, ses trousses de secours autour de la ceinture, est élitreillé au-dessus de la baie. Le blessé sera ainsi médicalisé sur place pendant que l'hélicoptère restera en stationnaire au-dessus du bateau. Placé dans une civière appropriée au treuillage, il sera évacué vers l'hôpital le plus proche. L'hélicoptère est un moyen absolument extraordinaire parce que là on est allé à 3 nautiques en mer. C'est-à-dire que si on avait dû le faire en vedette, ça met environ 1 heure pour le temps d'aller au port, de partir, etc. Et la vie de cet homme était en danger? Absolument, oui. Donc là, ça nous permet d'être intervenu extrêmement rapidement puisque en gros, entre l'alerte et le moment où j'ai été treuillé à bord, il s'est écoulé à peine un quart d'heure. Massif du Mont-Blanc. L'Alouette 3 est le meilleur hélicoptère du monde pour le sauvetage en haute montagne. Nous le suivons ici au-dessus des crevasses de la mer de glace à Chamonix. Équipé d'un treuil de 40 mètres, de nombreux alpinistes en perdition lui doivent la vie. Opérationnel depuis 1967, cette extraordinaire machine est pilotée en montagne par des équipages hautement spécialisés, qu'ils soient de la sécurité civile ou de la gendarmerie. Ces pilotes et ces mécaniciens anonymes travaillent sans public. Ils sont doués d'un 6e sens où il faut savoir interpréter et évaluer un travail à haut risque dans un monde minéral et inhumain. La caméra de reportage va nous le prouver avec le sauvetage dramatique qui va suivre. Permanence hélico, ici PGHM. J'ai une alerte qui me vient du refuge d'Argentière.
Le gardien me signale qu'il y a 2 personnes qui ont fait une chute de 500 mètres au col des Cristaux. Apparemment, il y aurait 2 blessés relativement graves. PGHM de Permanence Hélico, message bien reçu. Nous décollons immédiatement avec les 2 sauveteurs et le médecin à bord. C'est le gardien du refuge d'Argentière qui a informé le peloton de gendarmerie de haute montagne de l'accident. Les gardiens de refuge jouent un rôle capital dans les témoignages. Selon lui, des alpinistes qui entreprenaient l'escalade du col des Cristaux ont été victimes d'une chute de pierre. La chaleur excessive en altitude a décellé les blocs de granit qui ont fauché la cordée. Nous découvrons une jeune femme grièvement blessée qui a encore la force de faire signe à l'appareil avant de tomber dans le coma. Près d'elle gît son compagnon de cordée, tué sur le coup. L'accident s'est produit à 3500 mètres d'altitude. Les 2 alpinistes ont dévalé ce couloir de glace sur plus de 600 mètres. Une chute terrifiante. Roger Collin, qui pilote l'Alouette 3, et son mécanicien Noël Rivière déposent 2 sauveteurs du PGHM auprès de la jeune fille atteinte d'un important traumatisme crânien. Commence ici une course contre le temps pour arracher à la mort l'alpiniste accidenté. Mais les risques sont grands car les chutes de pierre et de glace menacent les sauveteurs et l'hélicoptère, très exposé en bas de la paroi. Il faut faire vite, très vite. Le corps de l'alpiniste mort sera ramené plus tard dans la vallée. Priorité est donnée à la vie. À l'hôpital de Chamonix, l'équipe médicale du docteur Forêt attend. C'est en fait toute une chaîne de professionnels qui est en état d'alerte. Pilotes, mécaniciens, sauveteurs, gendarmes, guides haute montagne, internes, anesthésistes, ambulanciers et infirmières vont se compléter pour tenter de sauver la jeune femme. On la met tout de suite dans l'entrée. Prends là-bas, Là. On peut s'étonner de l'ampleur de ces moyens mis en œuvre pour les alpinistes victimes de leur passion. Mais on se doit aussi de souligner que la grande majorité des conquérants de l'inutile, comme les appelait le grand guide Lionel Terray, sont des gens sérieux qui mesurent les risques qu'ils encourent. 95% d'entre eux sont assurés. L'accès à la haute montagne est libre. Les alpinistes savent aussi que les moyens de secours sont performants. On en veut pour exemple ce qui se déroule ici sous nos yeux, mais parfois le constat est tragique. Premier constat, d'abord un coma agité, vraisemblablement coma 2, comme on dit dans notre jargon de médecin. Donc un coma qui nécessite une prise en charge médicale assez approfondie, le dégagement des voies aériennes, l'intubation, voire la ventilation. Toutes ces choses n'ayant pas été faites sur les lieux de l'accident, pour la simple et bonne raison que, étant donné que le col des Cristaux est un endroit très dangereux dans le massif, avec des chutes de pierres et des coulées d'avalanches très fréquentes, l'hélicoptère a dû redécoller immédiatement. Cette jeune femme a été prise en charge par le médecin du secours en montagne, qui l'a mis en position latérale de sécurité. C'est tout ce qu'il a pu faire parce qu'il fallait qu'il redécolle tout de suite. J'aimerais qu'on s'arrête un moment sur le facteur temps. Il y a une trentaine d'années, il aurait fallu 10 heures à une colonne de secours pour atteindre cette blessée et le corps de son compagnon décédé dans la chute. Plus 15 heures pour la redescendre certainement. Aujourd'hui, tout s'est fait en moins d'1 heure. L'hélicoptère est évident qu'avec 10 heures de délai d'intervention et 15 heures de descente, cette patiente serait morte. L'état de cette jeune femme de 26 ans devait empirer en fin de journée. Il est alors décidé de la transporter vers le centre hospitalier d'Annecy. Malgré les efforts et le travail de plus de 40 personnes depuis le moment de son accident, elle devait y décéder
dans la soirée. Le docteur Jacques Forêt, médecin-chef de l'hôpital de Chamonix, tire les conclusions de ce type d'accident. Bilan des accidents de montagne au 1er août pour l'ensemble des Alpes, 34 morts, 306 blessés. La première chose, je crois qu'il faut qu'ils écoutent la météorologie. C'est important, parce que la plupart des accidents de montagne que nous avons sont souvent dus au mauvais temps. Deuxièmement, je crois que les gens qui partent en montagne doivent être prudents. Et la prudence, ça ne s'apprend pas, ça s'acquiert. Et d'autre part, il faut que les gens qui partent en montagne soient des gens qui soient entraînés. En montagne, il y a un vieil adage que je répète volontiers souvent, c'est il faut manger avant d'avoir soif. Il faut manger avant d'avoir faim, bien sûr, boire avant d'avoir soif et se couvrir avant d'avoir froid. Et je crois que les règles de la plus extrême prudence. Maintenant, la montagne, elle a des risques. Les gens qui la prennent, je crois que s'il n'y avait plus de risques, il y aurait peut-être beaucoup moins de personnes en montagne. Ces 30 dernières années, la vallée de Chamonix a subi une transformation complète au niveau touristique. L'ouverture du tunnel sous le Mont Blanc et le téléphérique de l'Aiguille du Midi contribuent à imprimer une orientation qui attire jusqu'à 75 000 personnes par jour à Chamonix. Ceci pendant la saison d'été, afin d'admirer le géant de l'Europe, le Mont Blanc. Vêtu en citadin, c'est par car entier que les Japonais arrivent devant le plus haut téléphérique du monde, qui constitue en soi un exploit technique et humain sans précédent, mais permet aussi d'accéder à une certaine idée de la beauté. À raison de 11 mètres à la seconde, de 420 personnes à l'heure, et ceci pour un peu plus de 100 francs, le touriste ne conquiert plus, il domine. Ceux qui à l'époque avaient condamné l'équipement de l'Aiguille du Midi à 3842 mètres ont été les premiers à l'employer. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est l'ignorance totale du grand public pour la haute montagne qui frise parfois la pure inconscience. Ces chaussures de tennis, ces shorts à près de 4000 mètres d'altitude qui évoluent sur une arête de glace le prouvent. Un seul faux pas à droite ou à gauche, et c'est la chute mortelle sur plusieurs centaines de mètres. Le grand beau temps s'est installé sur le massif. Toutes les grandes voies sont prises d'assaut par les grimpeurs avec des rotations de 45 minutes maximales en fonction de l'altitude. L'hélicoptère rouge en est à son 9e sauvetage de la journée. C'est la première fois que je suis une vedette. C'est pas une raison pour recommencer. J'ai dérapé dans la neige. La chute a été longue? Ouais. Enfin, du moins, quand on est en train de tomber, ça dure un moment, jusqu'à ce que ça s'arrête. Bon, le guide a dit que ça faisait 250 mètres. Vous avez l'intention de refaire de la montagne? J'en fais toujours de la montagne. Premier accident et du deuxième. Et vous en ferez encore? Sûrement, oui. Pourquoi? Le Mont Blanc fut vaincu pour la première fois le 8 août 1786 par Balma et Paccard. Et c'est en 1820 que le premier accident de montagne fut enregistré et la profession de guide réglementée. À l'époque, les glaciers se parcouraient en bandes moltières, chaussures à clous et robes longues. Aujourd'hui, le guide Christophe Profit enchaîne 3 grandes faces nord en 24 heures et le Mont Blanc se fait en footing, aller-retour en 5h40. Mais attention, en été, la montagne ne concerne pas uniquement les grandes stars médiatisées, mais aussi des alpinistes amateurs et des randonneurs de sentiers. Un exemple en ce mois d'août, c'est la grande foule qui emprunte le chemin du Montanvert. L'année dernière, une passerelle de bois s'écroulait sous le poids des vacanciers, faisant 3 morts et 25 blessés. Aujourd'hui, elle est devenue métallique. La sécurité est en place. Cela dit, des familles entières n'hésitent pas à affronter 30 degrés de température d'écart entre la grotte du glacier et l'extérieur. Le pourcentage des gens qui sont dans les parois dont on parle, dont on voit dans les médias, représente à peine 2%. Et que 95% des clients que nous avons à Chamonix, ce sont des gens comme vous et moi qui marchent sur des sentiers entre 1000 mètres d'altitude et 2005. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de danger là. Si vous saviez le nombre d'accidents qu'on a au printemps de gens sur des sentiers qui traversent un petit névé sur un sentier. Les gens partent sur ce névé, les fers en l'air, arrivent en bas,
tombent sur des rochers et se tuent. On a eu encore 2, je sais pas. Et ça, c'est une chose élémentaire et facile. Mais les gens ne s'en rendent pas compte qu'à certains moments en montagne, on risque non pas un accident, mais on risque sa vie. Les gens sont d'une inconscience totale. Il y a une dizaine d'années, on a retrouvé trois jeunes garçons morts au Chardonnay qui étaient en souliers de basket et qui étaient montés seuls avec une corde à linge. Il y a 1000 histoires comme ça. Jean Brissot, le patron du tourisme à Chamonix, a raison. On ne peut rien contre les imprudentes notoires, sinon tenter de les informer au maximum. C'est pourquoi la météo est affichée chaque jour sur la place de l'église de Chamonix. Mais lorsque le mauvais temps s'abat sur la montagne, en quelques heures, ce mauvais temps fige le temps des vacances et surtout le travail des hélicoptères. Si les randonneurs jouent aux cartes dans les hôtels, les alpinistes, eux, risquent de subir la foudre dans les parois. Alors les pilotes tenteront de percer la couche de nuages pour porter secours. Ce n'est pas évident, comme le souligne Roger Collin. Il y a déjà l'altitude qui est une première difficulté. Vous savez que plus on prend de l'altitude et plus les performances de la machine diminuent. Il y a ensuite l'aérologie. Quand il faut travailler avec des vents de 100 km/h, c'est quand même des grosses difficultés pour le pilote. Et puis ensuite, il y a tous les autres pièges. Il y a les chutes de pierre qui menacent les alpinistes et qui nous menacent également. Quand vous êtes en treuillage dans une paroi, les chutes de pierre peuvent à tout moment nous toucher, nous également, en même temps que les sauveteurs. Et puis, il y a les autres pièges, les câbles téléphériques, les câbles à bois, etc. Tant de pièges qu'il faut avoir l'œil constamment. Arête du frein d'eau situé sous les câbles du téléphérique de l'Aiguille du Midi, altitude 3500 mètres. 2 alpinistes épuisés ont perdu leur sac. Quelqu'un les a vus lever les 2 bras en signe de détresse. En moins d'un quart d'heure, l'Alouette 3 est sur eux, le vent souffle en rafale, température extérieure -2. Mais les 2 hommes seront sauvés. L'ascension du Mont Blanc passe par la traversée de l'immense glacier des Bossons, le plus grand d'Europe, là où l'on pourrait enfermer Notre-Dame de Paris tout entière dans certaines crevasses. Sur cette voie classique, un alpiniste solitaire s'est brisé la jambe. 60% des accidents de ce type se produisent à la descente d'une ascension quand la tension se relâche et que la fatigue fait perdre ses réflexes. L'hélicoptère rouge de René Romé évolue au milieu de ces séracs de glace grands comme des immeubles de 30 étages. Coût du sauvetage pour l'accidenté, 245 francs, somme qui lui sera remboursée par son assurance. Coût réel pour la collectivité, 7000 francs l'heure de vol. Je crois que c'est absolument étonnant ce que peut faire l'hélicoptère, mais d'un autre côté, il ne faudrait pas qu'on en abuse. Quand vous avez quelqu'un qui a une petite foulure au pied, là par exemple à la Flégère, et qui se fait descendre en hélico, quand vous lui aurez fait payer le prix de l'hélico, il comprendra une autre fois. Oui, et vous verrez que sa foulure va se résorber très rapidement. 3 générations de grands guides comme René Desmaisons, Roger Frison-Roche et Christophe Profit ont contribué par leurs exploits et leurs écrits à développer l'alpinisme. Mais ne portent-ils pas une responsabilité dans la vulgarisation de l'escalade ? Non. La montagne est un sport de haut risque. Tous les ans, les alpinistes meurent, et pas que les inconscients. Il y a aussi des guides qui se tuent en montagne. Parce que la montagne, c'est par définition dangereux. Il faut bien comprendre ça. Bon. Ensuite, nous, on a fait des exploits, Christophe en fait encore, d'autres en feront demain. Et ça motive les jeunes, c'est vrai. On motive les jeunes à aller en montagne, c'est exact, c'est vrai. Mais ça, c'est bien, c'est beau. Maintenant, la prudence, ils doivent se rendre compte de ce qu'on fait et comment on le fait. Moi, je pense aussi une chose, que chacun est libre de faire ce qu'il veut en montagne, d'aller n'importe où sans entraînement, c'est leur problème. Moi, je dirais simplement le mien, je ne partirai pas en mer sans connaître certaines choses, mais ça, c'est une autre discussion. Simplement, s'ils le font, s'ils prennent le risque de partir en montagne sans entraînement, eh bien, s'ils déclenchent une opération de secours qui va coûter des millions et des millions, effectivement, je ne comprends pas, et nombreux sont ceux qui ne comprennent pas que ce soit payé par la collectivité. On a droit à la protection civile, tous, absolument. Nous sommes contribuables. Mais je comprends bien ce que tu payes les impôts aussi. Mais bien sûr. Tu arrives de bien te faire en montagne, c'est normal que tu sois secouru. Et ensuite, moi, j'aime mieux voir des jeunes qui vont se fracasser la tête, qui vont chercher les crevasses, qui seront mal et tout en montagne, que de voir des jeunes qui meurent d'overdose. Au moins, ceux-là, même s'ils sont inconscients, ils ont le courage de faire un effort, le courage de prendre des risques, et moi, je les admire. Et je dis, il faut qu'ils vivent. Alors, pour qu'ils vivent, il ne faut pas qu'ils fassent des conneries. Il était hollandais. Il était arrivé la veille en vacances et gravissait seul le couloir du goûter du Mont Blanc. Il est mort après une chute de 600 mètres. C'est le 6e accident mortel de la semaine sur le Mont Blanc.
René Romé, lorsque le corps d'un alpiniste mort tourne sous votre hélicoptère, est-ce que vous pilotez dans des conditions psychologiques habituelles? On a mal. On a mal dans la tête, on pilote, mais on a mal dans la tête parce qu'on pense que 5 minutes avant, ou 10 minutes avant, ou 1 heure avant, il était en train de grimper heureux, en train de subir sa passion. Il sifflotait peut-être, et puis lorsqu'on le prend avec une mare de sang à côté sur la neige, et qu'on le tire, ça fait mal. Lorsque je suis arrivé dans le massif du Mont Blanc en 1972, je me disais, bon, ces gars-là, ils grimpent pour se faire plaisir. Je comprenais pas tellement leur pension. Et au bout de 17 ans, on aime la montagne et on aime les montagnards. René, quel est le sauvetage dont vous vous rappellerez toute votre vie? En 72, dans les Drus, dans le pilier Bonatti, une paroi de 700 mètres verticale, 2 alpinistes anglais bloqués depuis 3 jours. La météo était très favorable. On s'est approché pour voir un peu ces gus de près. On s'approche et il y avait à peu près 1 mètre, peut-être moins. C'est la vie au bout des doigts, là. C'est la vie au bout des doigts. On voyait ces alpinistes grandeur nature à côté de nous. On s'est dit, si jamais on n'entend pas quelque chose, ils sont morts. Mon mécano m'a dit, tu tiens bien le stationnaire? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu peux piloter sur la droite? J'ai dit oui. Je pilote lentement. Je me demandais ce qu'il allait faire. Il déroule le câble. Il balance la sangle de l'autre côté sur la VA. Et les gars attrapent la sangle, se met la sangle. Le mécanicien a fait signe de se dépitonner. Nous sommes montés à 60 degrés en longeant la paroi en verticale. Et au top, nous sommes partis dans le vide avec ce gars-là. Et ce gars-là, si on n'avait pas fait cette tentative, il avait une gangrène gazeuse, il serait mort. Nous arrivons vers vous. On vous aperçoit. Ne vous inquiétez pas, on vous aperçoit. Vous avez sauvé combien de personnes dans le massif du Mont Blanc en 17 ans? Dans le Mont Blanc, et puis été-hiver, à peu près 2500 personnes. Ainsi vivent les équipages des hélicos rouges de la protection civile. Les Saint-Bernard du ciel restent des solitaires qui jouent parfois pour les autres leur vie au bout des pales.